Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Dans les titres de votre journal du Gard et de l'Hérault, les chiffres de la délinquance du premier semestre 2014 dans le Gard, avec une baisse de la délinquance jugée spectaculaire par la procureure de la République de Nîmes. La gare de Lunel s'équipe pour accueillir les voyageurs en situation de handicap et vous verrez que pour beaucoup d'entre eux, ça change pratiquement la vie. Et enfin, le rêve fou d'un Gardois, il a construit seul son bateau de A à Z. Dans son jardin, il devrait bientôt le mettre à l'eau. Je vous le disais dans les titres, le préfet du Gard et la procureure de Nîmes présentaient aujourd'hui les chiffres de la délinquance du premier semestre. Un bilan qualifié d'encourageant avec une très forte baisse des cambriolages en zone police et gendarmerie. En revanche, les violences, si elles stagnent en zone policière, continuent d'augmenter en zone de gendarmerie. Les bons résultats affichés dans certaines formes de délinquance permettent ainsi de remobiliser les forces de l'ordre sur d'autres prérogatives. À partir du moment où les faits baissent et qu'on est sûr que ces faits baissent parce que c'est une réalité, les victimes, eh bien on peut redéployer les forces de l'ordre. On peut redéployer les forces de l'ordre en les mettant sur les enquêtes. Dès lors, ça augmente les taux d'élucidation. Dès lors, eh bien, ça permet aussi de redéployer les forces de l'ordre vers des enquêtes plus spécialisées, le travail dissimulé, les trafics de stupéfiants. Et ça permet surtout, eh bien, pour nous, d'avoir des identifications d'auteurs qui permettent des réponses immédiates pour dire aussi bien aux mises en cause ne recommencez pas qu'aux victimes de dire ayez confiance et venez déposer plainte si vous êtes victime de quelque chose. À Montpellier, comme partout en France, avaient lieu des marches blanches en mémoire de Fabienne, cette institutrice assassinée à Albi. Habillés en blanc, ils étaient à peu près une cinquantaine à défiler à Montpellier, de la Comédie jusqu'au rectorat. Certains avaient des bouquets de fleurs à la main. Le rassemblement s'est organisé via les réseaux sociaux. Il y a un premier groupe qui a été créé pour toute la France, donc juste en soutien. Et ensuite, à travers ce groupe, une personne se mobilisait dans chaque département pour organiser la marche. Donc je me suis proposée, étant donné que j'habitais à Montpellier, je ne me suis pas posé la question. Beaucoup de gens voulaient qu'elle se passe à Montpellier, donc je n'ai pas cherché, j'ai lancé l'affaire. Et puis voilà, à travers Facebook, c'est plutôt facile, je dirais, dans le sens pour mobiliser pas mal de gens. Je me sens concernée tout simplement parce que moi aussi, plus tard, je voudrais enseigner. Et tout simplement parce que c'est un drame qui on ne veut plus qu'il se reproduise. Et qu'on soit enseignant, qu'on soit étudiant, qu'on soit commerçant, n'importe quoi, je pense que ça nous concerne tous. Du nouveau dans la réforme territoriale, mardi, les députés socialistes ont présenté à l'Assemblée nationale une nouvelle mouture de ce qui sera la prochaine carte de France des régions. Sur les 14 initialement prévues par le gouvernement, on passe à 13 régions. Les chamboulements ont plutôt lieu au nord du pays, puisque dans cette nouvelle version, le Languedoc-Roussillon reste rattaché à la région Midi-Pyrénées. Christian Bourquin, président de la région Languedoc-Roussillon, affirme que ce ne sera sans doute pas la dernière carte dessinée par les parlementaires. Bon, vous savez, il y aura beaucoup d'autres cartes, parce qu'aujourd'hui, tel que ce dossier est enclenché, il ne peut pas aboutir comme cela. Je dirais par là que tant qu'on ne donne pas du sens à ce découpage, je dirais qu'on n'y donne pas, je dirais, les objectifs, les ambitions et puis les moyens, eh bien, ce sera toujours quelque chose qui ne conviendra pas. Je pense que l'été sera fertile en négociations, discussions entre les uns et les autres. Et puis on laissera s'installer au mois d'octobre les nouveaux sénateurs. Et puis fin octobre, ça reviendra au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, où l'Assemblée nationale dira son dernier mot. Il me semble que d'ici là, il faudra apaiser la France. Ascenseurs, bandes pododactyles et équipements sonores et visuels, la gare de Lunel a su s'adapter aux différents handicaps de ses voyageurs. L'idée étant de leur assurer un maximum d'autonomie de leur entrée en gare jusqu'à leur siège dans le train. Vivre avec un handicap, cela devient plus facile dans les gares du Languedoc-Roussillon. Depuis un an, Lunel a aménagé son espace ferroviaire afin de restreindre les problèmes d'accessibilité aux personnes handicapées. Brigitte est malentendante et apprécie utiliser ces nouveaux équipements. Bonjour, est-ce que vous avez la boucle magnétique? Oui. Alors, je vais me mettre en place. C'est un petit peu long. Voilà. Allez-y.
Oui. Voilà, parfait, je vous entends. Par rapport à mon handicap propre, je trouve que c'est confortable parce que déjà le système boucle magnétique est installé, fonctionne et le personnel sait le faire fonctionner. Et la dame me disait qu'on lui demande très peu souvent parce que les gens ne sont pas informés souvent que ce système a été mis en place. Les malentendants connaissent très mal le système. À Lunel, il n'est plus question de voir l'accessibilité seulement pour les personnes handicapées, mais comme un confort pour tous. Le confort d'usage, je dirais qu'il bénéficie à tout le monde. Voilà, il ne bénéficie pas seulement aux personnes qui ont un handicap, mais il va bénéficier aussi aux personnes handicapées, aux petits-enfants, aux personnes qui se déplacent avec beaucoup de bagages, aux parents qui ont des enfants en bas âge ou des poussettes. Il y a des gares encore à l'heure actuelle où il n'y a pas d'ascenseur et pour traverser les quais, c'est vraiment une galère parce qu'il faut aller chercher des travées en bas qui sont posées sur les rails et c'est pas confortable du tout. Dans la région, une dizaine de gares sont complètement accessibles, 49 autres sont étudiées pour bénéficier du programme de modernisation du réseau. La gare de Montpellier-Saint-Roch, celle de Perpignan et de la Tour de Carol sont partiellement praticables et seront aux normes dans les prochains mois. Les arènes des Sainte-Marie-de-la-Mer ont fait le plein dans le cadre de la corrida équestre du Centaure d'Or, célébrée traditionnellement chaque 14 juillet dans la capitale de la Camargue. 2 oreilles pour Andy Cartagena et Leonardo Hernandez, ce dernier étant crédité du prestigieux trophée du Centaure d'Or, récompensant le triomphateur de l'après-midi. La torera à cheval Léa Vicens, qui complétait le cartel, a pour sa part été créditée d'une oreille. On écoute au micro de Christophe Ché, l'organisatrice de cette feria du cheval, Marie-Sara, qui évoque également le succès artistique de la corrida flamenca de la veille. C'était magnifique hier, c'était un grand spectacle. Il y a eu des moments magiques avec Diego Carrasco très inspiré et puis surtout les toreros très inspirés et les taureaux très inspirés parce que la corrida de Salduendo est sortie extraordinaire, excellente et en plus enracée avec des taureaux braves et exigeantes. Et on a vu des grands moments de finito avec des grands détails, avec des passes, avec cette saveur flamenca que seuls des toreros artistes comme Finito ont dans leur esprit. Et puis un padilla généreux, comme d'habitude. Là même dans une arène comme le lendemain de Pamplune, dans une arène petite comme les Sainte-Marie-de-la-Mer, c'était pareil pour lui. Et puis Luque à un très grand niveau, Luque à un niveau de Figura del Toreo à ses 2 taureaux. Dommage qu'il n'ait pas tué, il aurait coupé 4 oreilles, mais c'est vrai que ça a été une grande corrida flamenca, un spectacle de très haut niveau. Après le Biladi, le Marrakech, le Bninsar, dernier ferry à assurer la liaison entre le Maroc et Sète, va quitter le port d'ici quelques jours, normalement avant la fin du mois de juillet. Vendu aux enchères mi-juin, il devrait être réhabilité par son nouveau propriétaire grec. Il ne restera plus qu'un bateau abandonné, le Rio Tagus, amarré au quai Paul Riquet. Le point avec le président de l'établissement public régional Port Sud de France. Nous en avions 3, je rappelle que nous avions 3 qui sont restés là pendant très longtemps. Le Biladi est parti il y a 1 an, en juillet dernier. Le Marrakech est parti il y a 2 mois. C'est le 3e des Marocains. Nous sommes contents qu'il parte, d'abord parce qu'il prend de la place, parce qu'il faut le sécuriser en permanence. On a été obligé d'acheter des amarres, etc. Et puis c'est un bateau qui est dans un état, comme vous le voyez, assez rouillé, etc. Donc pour l'image de 7, c'est pas bon. On va enfin s'en séparer. Nous avons détruit les doils dernièrement, donc il nous reste après le Rio Tagus, qui est le dernier des 6 bateaux saisis et bloqués dans le port de Sète que nous espérons vendre d'ici la fin de l'année. Construire son bateau tout seul, l'idée peut paraître saugrenue ou même irréalisable. C'est pourtant ce qu'a fait un habitant de Poux, à côté de Nîmes. Pendant 20 ans, au fond de son jardin, Michel Latier a sacrifié week-end et congés pour donner vie à son rêve. Un bateau de 14 mètres qui vient d'achever. Vincent Pereira pour midilibre.fr a suivi sa mise à l'eau. Michel Latier est un habitant de Poux, un village au milieu de la Garrigue, à quelques kilomètres au nord-est de Nîmes. Ce bricoleur de génie a décidé d'y construire un bateau en 1995. Ça m'est venu à force de regarder Thalassa. Je travaillais beaucoup, j'étais artisan et quand je regardais Thalassa, ça me faisait rêver. Je me suis dit que je pourrais peut-être essayer de voyager un peu et voilà, j'ai attaqué un bateau. Quand il nous a annoncé ça, on était un peu sceptique, quoi. Et puis petit à petit, la preuve aujourd'hui, le rêve est devenu une réalité. Michel est un homme astucieux et plein de ressources. Après 19 ans de travail, voilà le résultat.
La coque est en acier, mais c'est des tôles que j'ai achetées neuves. Et après, tout l'intérieur, c'est du matériel de récupération. C'est des pieds de table de la salle des fêtes pour le plancher. Les lames plus longues comme ça, c'est des lattes de bain public qui étaient cassées. Et voilà, tout est de récupération. Pour l'occasion, les amis et les voisins sont venus voir le départ du bateau construit au milieu du jardin. Une opération compliquée qui prendra plus d'1 heure. Le grutier apprend au capitaine du bateau que ce dernier fait 5 tonnes de plus que ce qu'il imaginait. Il passera malgré tout au-dessus des fils électriques. Mais qu'en pense madame et les enfants? On a trouvé ça long à la fois, et puis bon, c'est vrai qu'après quand on le voit comme ça, on se dit ça a passé vite le temps. Là, ça fera du vide dans le jardin. Voilà. Une fois sur la plateforme du camion et quelques branches élaguées plus tard, le Samasema, une combinaison des noms de son épouse et de ses filles, quitte les hauteurs de Poulx pour un premier voyage de près de 2 heures vers la zone technique de Port-Camargue. Là, le moment de vérité tant attendu arrive. Ça y est, enfin, au bout de 19 ans, ce bateau est à l'eau. Ça y est, il flotte. Vous avez peur de ça ou pas? Non, je pensais bien qu'il allait flotter quand même. Vous êtes allé voir à l'intérieur, vous savez pas des... Il n'y a pas d'eau, c'est bon. Pour le moment, il n'y en a pas. Et là, ça y est, c'est la fin de la fin. Là. Il va falloir s'en servir maintenant. C'est notre aventure maintenant. Et si Michel ne sait pas quoi faire, Sabine, son épouse, lui a trouvé d'autres occupations. Voilà, c'était la belle histoire de la journée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une très bonne soirée sur TV Sud.